Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette conférence qui va être animée et présentée par Julie Osillon autour du thème de la matière papier et comment effectivement cette matière peut l'inspirer. Donc je vais laisser la parole à Julie. Ça va se passer en 2 temps. Julie va vous faire une présentation de son métier, de son activité et il y aura un deuxième temps de questions-réponses. Voilà, merci beaucoup et bonne conférence. Bonjour. D'abord, merci à la FREMA pour son invitation à cette conférence. Donc, comme dit précédemment, le thème de cette conférence va être la matière papier comme source d'inspiration. Ce ne sera pas uniquement sous l'aspect de ma propre création, mais l'idée, vous le verrez, ça sera de parler de l'histoire du papier et de voir comment l'inspiration guide toute cette histoire. Je vais commencer tout d'abord par me présenter. Je suis relieuse, donc je suis créatrice de reliures contemporaines. Donc vous avez des... Ah pardon, il faut juste qu'on se cale. Là, voilà, la suivante. Voilà. Donc là, vous avez des exemples de reliures que j'ai réalisées. Donc, je suis diplômée de l'école Estienne, donc une fameuse école d'art à Paris, où j'ai appris la reliure contemporaine. Ce qui m'a intéressée dans ce métier, c'est vraiment l'aspect créatif de la reliure, donc l'idée d'apprendre des techniques de base et ensuite de pouvoir tout recréer. Aussi bien la façon de relier elle-même que le graphisme, que le travail des matières. Donc là, vous avez des exemples aussi bien de travail du cuir sur la reliure bleue que vous pouvez voir, que du travail du papier sur la reliure rouge ou la jaune. Mes clients, ce sont aujourd'hui des collectionneurs, des institutions et des libraires spécialisés. Et j'ai commencé en travaillant pour des artistes ou pour des photographes et aussi pour des enseignes de luxe. Mon rapport avec le papier, il a commencé dès ma sortie de l'école, où jeune diplômée, donc j'avais une vingtaine d'années. C'était compliqué d'utiliser du cuir, qui était vraiment la matière reine en reliure, parce que le cuir, c'est un certain prix. Et à ce moment-là, j'ai commencé à travailler pour une papeterie de luxe à Paris qui s'appelle Caligrane. Et là, j'ai découvert la variété du papier, tout ce qui pouvait exister partout dans le monde. Et c'est là que le papier a commencé à m'inspirer. Alors, on va passer. Durant mon parcours, j'ai eu la chance d'obtenir plusieurs prix et bourses. Qui m'ont permis de faire avancer mon travail et aussi de faire connaître ma façon d'envisager mon métier. Ce que vous voyez ici, donc, c'est une des lignes de papeterie que j'ai pu créer en 2015 grâce à la bourse de la Fondation Banque Populaire et qui a obtenu le prix de la jeune création des métiers d'art d'Atelier d'Art de France. Ces papeteries, je les ai d'ailleurs exposées plusieurs années de suite ici même au Salon Résonance. L'idée de cette série, par exemple, était de travailler le papier donc avec un travail graphique, donc là en l'occurrence du marquage à chaud sur la matière, et des techniques de reliure innovantes qui laissaient, comme vous pouvez le voir, la structure du livre apparente. C'est une des lignes directrices de mon travail que je poursuis toujours actuellement. La reliure Origata, c'est une reliure donc tout en papier que j'ai développée grâce au soutien de la bourse de recherche en reliure de création du Musée Royal de Marimont, qui est un musée en Belgique que je vous invite à découvrir, qui est très dynamique au niveau de la reliure, des métiers d'art en général, mais qui organise un marché du livre vraiment passionnant. Et donc cette bourse encourageait les recherches en reliure, et l'idée c'était de mettre en valeur la structure du livre, de créer une nouvelle façon de relier qui mette en valeur cette structure qui est habituellement cachée. Donc c'est ce que j'ai fait avec cette technique qui repose sur une bande de papier plié. Et pour être cohérent en fait entre
technique de relure et la technique graphique, j'ai choisi d'utiliser aussi le papier plié pour son aspect graphique. Donc là, je me suis inspirée de l'orizomegami, qui est une technique japonaise de teinture de papier, où on plie le papier, on trempe les angles dans l'encre et en dépliant le papier, on découvre le motif. Cette technique a été expliquée. Enfin, j'ai expliqué comment réaliser cette technique dans un manuel qui a été édité ensuite, qui est malheureusement épuisé actuellement. Et voici donc la relure à tige de titane, donc, qui est la dernière technique que j'ai développée et celle sur laquelle je travaille essentiellement actuellement. Donc là, je suis retournée au code de la relure plus classique dans mon pays, parce que jusqu'à présent, je travaillais beaucoup en écho avec des thèmes extrêmes orientaux, notamment japonais. Donc j'étais dans des relures souples, des structures légères, essentiellement en papier. Et tous ces codes qui, moi, m'animaient, me passionnaient, ne trouvaient pas forcément écho au niveau des attentes des collectionneurs de mon pays, puisque la relure ici, on est plutôt dans des objets lourds, des couvertures rigides et du cuir. Donc j'ai créé cette relure à tige de titane, donc, qui est proche des codes attendus, puisqu'elle est en cuir, mais dont la charnière, comme son nom l'indique, est réalisée avec des tiges de titane et que j'ai volontairement laissé semi-apparentes comme des petits bijoux. Donc l'idée, c'était de recréer ma propre version de la relure française, on va dire, avec un travail du cuir que vous pouvez apercevoir sur la photo. Donc finalement, est-ce que je travaille le cuir comme j'ai travaillé le papier ? C'est à vous de juger. Mais donc au départ, il s'agit d'un cuir blanc que je peins avec des encres pour cuir de différentes façons. Et vous pouvez voir aussi sur les images que le papier est toujours présent au niveau des pages de garde, que je continue à teinter en rapport avec ma relure. Donc pour revenir au papier, qui est le thème du jour, je suis partie au Japon il y a quelques années et à la recherche de papier finalement. Et en cherchant, donc j'ai fait des recherches qui m'ont pris beaucoup de temps pour trouver tous les lieux en rapport avec le papier, les meilleures boutiques, les musées, etc. C'était vraiment un travail de longue haleine et je me suis dit que cette liste, j'avais envie de la partager. Donc j'ai commencé à auto-éditer des sortes de petits guides de voyage qui répertoriaient donc toutes ces bonnes adresses et à les vendre. Et j'en ai vendu partout dans le monde. Et j'ai trouvé ça tellement passionnant qu'à chaque fois que j'ai fait un voyage, j'ai renouvelé l'expérience. Donc j'ai fait un guide sur Paris, là où j'habitais à l'époque, sur Londres, sur Venise, et donc 2 guides à Tokyo, au Japon, un à Tokyo et un à Kyoto. Et donc ces petits livres auto-édités, j'ai décidé il y a 2 ans d'arrêter de les auto-éditer, et c'est là que la maison d'édition Pyramide m'a proposé en fait de les éditer sous la forme d'un seul et même livre. Et de faire même plus que ça, c'est-à-dire de faire, comme son nom l'indique, le tour du monde du papier, donc sur tous les continents, dans toutes les grandes villes du monde, de répertorier donc toutes ces bonnes adresses et d'ajouter en plus un aspect historique, l'histoire du papier, partout dans le monde et à travers les âges. Aussi, et puis j'ai eu l'idée de rajouter tous les usages du papier aussi à travers les âges, et de rajouter aussi des visites d'ateliers d'artistes. Bref, le voilà, vous pouvez voir qu'il y a de quoi faire. Donc 1 an et demi de travail qui a abouti à la création de ce livre qui vient de sortir. Et c'est donc quand les organisateurs du salon Résonance m'ont proposé de donner une conférence lors du salon, ce livre venait de sortir, donc le thème était tout trouvé, ça allait être le papier. Donc voilà, je vous propose maintenant d'essayer de retracer 2000 ans d'histoire du papier avec vous.
mais du point de vue des créateurs, donc de la créatrice que je suis, parce que moi je suis pas une universitaire. J'ai pas l'habitude de parler 40 minutes devant une foule de gens, donc soyez indulgents. Et donc, je vais vous proposer une approche thématique plutôt qu'historique. Donc, en l'occurrence, dans un premier temps, on va voir ensemble l'élaboration du papier, comment cette matière a été créée et qu'est-ce qui a inspiré la création de cette matière. Ensuite, on verra comment les humains se la sont appropriés au fil du temps, quels usages le papier leur a inspiré. Et enfin, on finira par constater que de support de création artistique, il est passé vraiment comme à matière de prédilection des artistes. Donc parlons de l'élaboration de cette matière, de son histoire elle-même. Donc vous devez savoir qu'elle est née en Chine plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Et qu'en faisant donc le tour du monde et donc dans plus de 2000 ans, le papier s'est vraiment métamorphosé. Donc déjà, on va très rapidement définir ce que c'est le papier. En fait, c'est une matière, le papier, qui est le fruit de la transformation de fibres végétales. Donc, comme vous pouvez voir dans cette petite citation où Erik Orsena compare le papier à une soupe, c'est vraiment comme ça que vous pouvez visualiser. Donc, la matière végétale qui retrouve sa forme de fibre, qu'on va plonger dans l'eau, on obtient une cuve et ensuite on va égoutter. Ce que vous voyez à l'image, on va égoutter cette fibre qu'on va récupérer dans une forme, et quand la fibre sèche dans la forme, on obtient une feuille de papier. Donc, comment est né le papier ? Comme toute création, la création, ça sort jamais d'un coup d'un cerveau génial. Il y a toujours une histoire. Et en l'occurrence, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est mon interprétation en fait de tout ce que j'ai vu et lu. Je vais vous proposer de faire des liens. Je vous explique en fait tout ce qui m'a étonné, tous les liens que j'ai pu faire pendant ces 1 an et demi de recherche. Et ce que j'ai constaté en fait, c'est que ce sont les ancêtres du papier qui ont fait ce qu'est le papier aujourd'hui. C'est les caractéristiques qui le composent. Donc les ancêtres du papier, au départ, ont été fabriqués avec des végétaux, et toutes les parties du végétal ont été mises à profit. Donc on a eu les feuilles qui ont été séchées, et en Inde qui ont été utilisées, donc comme vous pouvez voir, ça s'appelle des potis. Donc on a juste fait sécher les feuilles, on écrivait dessus et on les reliait en faisant 2 trous dans les feuilles et en y passant des ficelles. Donc on utilisait les feuilles, on utilisait aussi les tiges, donc comme les tiges de bambou. On faisait sécher les bambous, on fabriquait des lattes avec, et ces lattes étaient reliées les unes aux autres avec un fil. On utilisait aussi la moelle du papier, c'est avec ça qu'on a réalisé le papyrus en Égypte, et aussi les écorces au Mexique par exemple, où on fabriquait l'amaté. Donc ce sont tous ces papiers primitifs qui ont inspiré à la création de ce qu'on appelle maintenant la matière papier. Et donc toutes les parties de la plante ont été utilisées. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir que le papier et ses ancêtres étaient en premier utilisés comme support d'écriture. Donc en Chine, on utilisait la soie, on écrivait avec un pinceau. Quand on a créé le papier, en Chine, on a voulu qu'il reproduise les mêmes caractéristiques que la soie, et on a voulu pouvoir utiliser le même outil d'écriture à sa surface. Donc quand on a créé le papier, on a essayé d'obtenir quelque chose de souple comme la soie, de léger, de fin, et qui allait pouvoir absorber l'encre du pinceau. Tandis qu'au Moyen-Orient, là, on utilisait du parchemin. Donc le parchemin, c'est une peau animale, un peu comme du
cuir, mais en beaucoup plus raide et comme ça ressemble au papier. Et on utilisait un calame pour écrire à la surface. Donc un calame, c'est comme une plume, mais faite d'un bambou. Et donc on a voulu que le papier ait les mêmes caractéristiques que le parchemin et pouvoir écrire dessus et que le calame glisse à sa surface. Donc là, on a essayé d'adapter le papier pour qu'il obtienne les mêmes caractéristiques. Donc on a fait des papiers plus épais, on l'a pressé pour densifier la matière, on a mis des différentes substances à sa surface pour qu'il devienne imperméable, et on a lustré pour que le calame glisse à sa surface. Donc vous voyez que toutes ces contraintes ont été finalement des sources d'inspiration pour les papetiers, et c'est ça qui les a guidés partout dans le monde pour créer la variété de papier qu'on connaît aujourd'hui. Une autre chose qui est fondamentale dans la création du papier, c'est les fibres qu'on utilise. Donc comme je vous disais, le papier est fait à base de fibres végétales. Et quand la fabrication du papier s'est diffusée dans le monde, les fibres utilisées les papetiers ont utilisé les fibres qu'ils avaient sous la main. Donc, par exemple, là, tous les papiers que je vous montre sont des papiers qui ont été fabriqués en Asie. En Chine, on utilisait principalement le santal bleu, donc pour faire ce qu'on appelle le papier xuan. Alors qu'au Japon, on utilise le Broussonetia, qui est aussi appelé mûrier à papier, c'est plus simple à prononcer, pour fabriquer le kozo. Et au Vietnam, le Rhamnonerom balansae, pour fabriquer le papier zo. Donc on dit zo et pas do en vietnamien. Donc ce que je trouve passionnant, c'est que tous ces pays sont en Asie, donc dans une zone géographique assez proche, qu'on est donc parti de la même base, du même ancêtre, c'est-à-dire qu'ils, comme je vous le disais, ils écrivaient sur de la soie avec un pinceau, donc on voulait reproduire les mêmes caractéristiques. Et comme il a fallu s'adapter à la végétation environnante, on a obtenu des papiers légèrement différents. Comme les papetiers, ce sont aussi leur technique, est partie de la base commune, c'est-à-dire de la fabrication chinoise, mais chacun a adapté la forme à sa manière, et donc on obtient des papiers qui ont les mêmes caractéristiques, mais qu'on peut quand même différencier. Et c'est comme ça que maintenant vous pouvez vraiment différencier le papier chinois du papier vietnamien et du papier japonais, alors que tout ça, ce sont finalement les mêmes familles. Donc on a vu qu'est-ce qui a inspiré la création du papier, mais ce qui est drôle, c'est de constater aussi que le papier lui-même a été source d'inspiration. Donc là, je vais vous parler du papier de riz, parce qu'on appelle papier de riz, mais qui en fait n'est pas du papier et qui n'est pas fait à partir de riz. Donc le papier de riz, c'est en fait une feuille blanche rectangulaire, donc qui a finalement les attributs du papier, mais qui est fabriqué en coupant de manière circulaire la moelle d'une plante, l'aralie à papier. Donc vous pouvez voir sur l'image de droite la technique pour couper donc la moelle de cette plante. On obtient une matière magnifique qui a un rendu des couleurs qui est assez dingue. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ce papier de riz était utilisé dans les ports de Chine au XVIIIe siècle pour des peintures d'exportation. Et donc on représentait le type de représentation. Donc on représentait la vie en Chine. Ce qui est magnifique dans cette matière, c'est que la peinture réagit avec la moelle du papier. En fait, le papier, cette imitation du papier est faite de structures alvéolaires qui est très réactive à l'humidité. Donc, quand on ajoute la peinture à sa surface, on obtient un léger renflement et un rendu des couleurs
complètement fou. Donc je vous invite si vous avez l'occasion de pouvoir voir de ces petites peintures, ce sont vraiment des merveilles. Mais l'inconvénient, c'est que c'est un support qui est très très fragile, donc qui est très cassant, et à l'inverse, s'il prend une goutte d'eau, il se déforme. Donc c'est un support très fragile qui est difficile à trouver actuellement. Autre imitation beaucoup plus moderne, donc là on est dans les entre guillemets papiers modernes. Le papier pierre, donc qui est fait à partir de calcaire, donc qu'on appelle lui aussi papier parce que c'est encore une fois une surface blanche, rectangulaire et souple, mais qui n'a plus grand chose à voir avec du papier non plus, mais qui a l'avantage d'être imperméable et indéchirable. Avantage que n'a pas le papier, comme vous le savez. Et aussi le taille-vec, que vous connaissez peut-être. On réalise des enveloppes avec cette matière, donc des enveloppes indéchirables et imperméables là aussi. Mais encore une fois, pas du tout de matière végétale à l'intérieur. Ce sont seulement des fibres synthétiques qui sont utilisées. Donc voilà, on a vu comment la genèse de cette matière, comment elle a été, comment les humains en sont venus à fabriquer du papier. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment ils se sont appropriés cette matière, et c'est vraiment quelque chose de passionnant en fait de constater qu'il suffit de mettre quelque chose dans les mains des humains pour qu'ils créent d'innombrables façons de les utiliser, pour en fabriquer des choses précieuses, mais aussi des choses tout à fait, presque anodines ou en tout cas quotidiennes. Alors, le papier au départ, c'est une matière qui est rare, qui est compliquée à fabriquer, qui est chère, qui est destinée aux utilisations les plus précieuses. Et en premier, c'est un support d'écriture. Donc, en fonction des personnes qui vont les utiliser, ils vont vouloir se l'approprier de différentes façons. Donc là, par exemple, ce que je vous montre, c'est un papier réalisé au XIIe siècle au Japon, qui était ce qu'on appelle l'âge d'or du papier japonais. Donc là, c'était une élite japonaise qui était prête à dépenser beaucoup d'argent pour magnifier le papier, lui apporter préciosité pour écrire des poèmes à sa surface. Donc, pour le rendre plus précieux, ils ont développé, donc ils ont encouragé plutôt des fabricants à développer tout un tas de techniques, notamment le travail du mica, donc qui est une poudre qui a un aspect de surface irisée. Et également à faire à utiliser la feuille d'or et d'argent pour la rendre plus précieuse. Au Vietnam, on réalisait le Zai Sac, je crois qu'on dit comme ça en vietnamien, il me semble. Je vois pas de vietnamien, donc vous ne savez pas me contredire. Donc là, ce sont les rois et les seigneurs qui utilisaient cette matière pour écrire des décrets religieux ou conférer des mérites aux fonctionnaires de la cour. Donc là encore, une utilisation très, très, très noble. Et quel était l'enjeu de cet usage? Là, c'était d'augmenter la durabilité du papier. Donc pour ce faire, on enduisait donc la feuille de papier de colle de peau de buffle. On mettait à sa surface un colorant jaune qui avait la propriété de rendre la matière résistante, enfin de ne pas attirer les insectes. Ensuite, on allait presser le papier pour compresser sa matière et le rendre plus résistant. Et ensuite, on allait peindre à la main des éléments, des dragons avec de la feuille d'or pour lui ajouter une préciosité graphique, on va dire. Donc tout à l'heure, avec les Japonais, c'était rendre le papier précieux. Là, c'est plutôt pour augmenter sa durabilité. Et tandis que dans les pays du Moyen-Orient, le papier était utilisé pour écrire les textes religieux. Donc là, ce qu'ont eu l'idée de faire les calligraphes, c'est d'utiliser la marbrure. Donc là, vous voyez dans la petite image une marbrure en cours de réalisation, donc pour
pour vous expliquer rapidement comment c'est réalisé. Le papier marbré, donc on a une cuve d'eau, on pose la couleur à sa surface, ensuite on dessine des motifs, et on va appliquer la feuille de papier à sa surface, et en retirant la feuille, le motif reste imprimé sur la feuille de papier. Donc on est vraiment dans le cas d'un motif unique qui est impossible de reproduire. Et c'est ça qui a intéressé en fait les calligraphes du Moyen-Orient, puisque comme le motif est unique, par association, il est infalsifiable et ce qui est inscrit dessus est irréfutable pour un texte religieux. Donc voilà, trois types d'utilisation en fonction de trois utilisateurs, on va dire, et des contraintes qui se sont imposées. Donc, autre usage précieux et noble pour une matière précieuse elle aussi, les usages rituels. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, utiliser la feuille en tant que surface. Là, on va commencer à créer du volume avec le papier, donc que ce soit en le découpant ou en le pliant. C'est le cas ici donc au Japon, où très tôt le papier a été utilisé dans les rituels shinto comme médium symbolique. Donc, ce que vous pouvez voir sur l'image de droite, on le voit souvent en entrant dans les temples. Et dans la petite image de droite, donc c'est des pliages origata. Donc l'origata, c'est le premier terme japonais pour désigner les papiers pliés. Et c'est à l'origine une façon d'emballer les objets avec du papier plié, les objets qui étaient utilisés durant les cérémonies. Donc on différencie l'origata de l'origami, qui est le papier plié, mais en tant que loisir. Là, on part au Mexique, donc changement d'ambiance, plus de couleurs et de gaieté. Donc avec ces guirlandes de papier découpé, qu'on appelle papel picado, donc ça veut simplement dire papier découpé. Là, donc l'idée c'est de faire des décorations qui allaient annoncer les célébrations religieuses comme la fête des morts, les semaines saintes. On utilise un papier de soie, donc très fin. On va superposer plusieurs couches de papier pour avoir une petite épaisseur. Et là, on va découper la matière avec un poinçon et un marteau. Dans les autres rituels du monde, on a commencé donc à vouloir créer l'illusion. Et on a développé la technique du papier mâché. Donc là, l'idée, c'est de mettre en volume le papier, mais de façon grandiose, on va dire. Et ces objets représentent vraiment des prouesses techniques. Vous voyez par exemple les géants processionnaires, donc qui sont à l'origine utilisés lors des fêtes européennes. Donc là, ce sont vraiment des figures qui font plusieurs mètres de haut, qui sont façonnées sur des structures de bois et qui sont portées en fait à dos d'homme. Donc la personne, le porteur, est dans le bas de la structure qui le surplombe de plusieurs mètres. Et vous voyez aussi les masques de lion qui sont utilisés dans la danse du lion de Chine. Qui, là, eux aussi, sont faits avec une structure de bois sur laquelle on pose des couches de papier. Et là encore, la prouesse technique qu'ont créé les Chinois, c'est que aussi bien les yeux bougent, les oreilles également, et la bouche. Donc l'idée du travail du papier mâché, c'était de créer l'illusion. Donc au fur et à mesure du temps, les techniques de fabrication du papier s'améliorent, donc la fabrication devient plus rapide et le prix du papier diminue. Donc on va pouvoir l'utiliser pour des usages plus quotidiens. Donc là, un usage qui m'a étonnée, c'est de fabriquer du tissu avec du papier. Ça a été fait en premier au Japon, de deux façons différentes. La première,
le shifu, donc la grande image, on va faire vraiment un fil avec des bandes de papier et on va tisser sur le métier à tisser. Au lieu d'utiliser un fil classique, on utilise le papier. Et il y a aussi une deuxième technique qui s'appelle le kamiko, qui là consiste à froisser le papier. On peut lui ajouter une couche de substances d'algues qui vont le rendre également plus résistant. Et ce qui est très amusant, une petite anecdote, c'est que ces vêtements de papier étaient utilisés pour fabriquer les uniformes de pompiers. Donc c'est pas de plus intuitif. Et autre anecdote, alors je ne sais pas trop si c'est amusant, mais au début du XXe, en Europe, on a aussi utilisé des vêtements en papier lors d'une pénurie d'étoffes. Mais là, c'était en Allemagne notamment, où par décret, on a imposé de garder les tissus pour les vivants et d'utiliser du papier pour habiller les morts. Voilà. Je casse l'ambiance. Autre usage quotidien pratiqué notamment au Japon, c'est en architecture, où le papier est vraiment considéré comme un matériau de construction. Donc il est utilisé pour fabriquer des cloisons coulissantes et légères. Cette matière est appréciée parce qu'elle protège du froid, mais elle laisse aussi circuler l'air et la lumière. Enfin, on a réalisé des objets quotidiens, tridimensionnels. Là encore, je vous donne un exemple japonais. Les artisans de la laque ont fabriqué des récipients et aussi des boîtes à partir d'un module de bois, donc sur lequel on appliquait le papier et qui était ensuite laqué pour lui conférer solidité, imperméabilité. On avait le même genre de pratique en Corée, mais là c'était en réalisant des objets avec une technique qui se rapproche plus du tricot, mais qui était aussi laquée à la fin pour pouvoir les utiliser. Petit à petit, le papier imprègne notre quotidien et il va jusqu'à entrer dans nos maisons et même se propager dans la rue. Donc le papier peint, par exemple, il est né en Chine, comme à peu près tout concernant le papier et concernant aussi beaucoup d'autres choses. Et c'est en Europe qu'il est arrivé ensuite au XVIe siècle et qu'il a commencé à être très utilisé au XVIIIe siècle. En fait, les habitats au XVIIIe siècle ont commencé à être mieux isolés, plus chauffés, et on a pu remplacer le tissu qui était utilisé sur les murs par du papier. On a utilisé en premier les papiers dominotés, qui sont une invention européenne, donc des petits morceaux de papier au départ, où des motifs étaient imprimés à partir de bois gravé. Et concernant les affiches, c'est là encore avec toute une histoire de conséquences, de toute façon. Le prix du papier baisse. Le prix du livre baisse, donc le livre se diffuse, le taux d'alphabétisation augmente, donc les gens savent lire et on va commencer à inscrire des publicités dans la rue puisqu'on a un nouveau marché. Là, en parallèle, les techniques d'impression se développent. On invente notamment la lithographie et c'est comme ça que sont nées les magnifiques affiches que vous connaissez de Mucha, etc. Et que se sont appropriés petit à petit les artistes. Donc là, on voit qu'on commence, que l'utilisation commence à dévier du quotidien à des utilisations artistiques. Et on verra par la suite que ça va continuer. On est passé des usages les plus précieux pour les documents les plus rares à un usage quotidien. Et ensuite, le papier va être utilisé en guise de divertissement. On va passer quasiment à des usages qu'on pourrait qualifier de futiles, et façonner le papier va devenir un passe-temps.
Donc on va l'utiliser notamment pour jouer, donc que le papier soit à plat ou façonné pour créer des volumes. Il va être support de création de jeux. Donc les jeux de cartes notamment, je vous ai mis un exemple japonais, mais c'est un domaine vraiment passionnant pour le créateur, parce qu'il existe partout dans le monde des jeux de cartes, avec à chaque fois des graphismes complètement différents. C'est un univers vraiment très très riche. Et c'est pas étonnant que beaucoup d'artistes se soient appropriés le thème du jeu de cartes pour leur création. Donc là, le jeu Hanafuda japonais, c'est un jeu pour créer des poèmes. Donc une idée très poétique qui est née en réaction à leur découverte des jeux de cartes portugais qu'ils jugeaient trop guerriers. Donc deux états d'esprit. Et là encore, l'exemple d'à côté, donc le cerf-volant, que nous, on connaît aujourd'hui comme un jeu. Pour la petite histoire, au départ, le cerf-volant a été créé pour être utilisé pendant les guerres. Donc, soit pour informer, pour informer son équipe, se renseigner sur où en était l'ennemi, etc. Bref, l'origine des... Enfin, bref. Donc au niveau du passe-temps, le terme, l'utilisation du papier découpé, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans les arts folkloriques de tous les pays du monde. Je vous ai mis un exemple de canivet, donc dans la grande image, qui est donc une dentelle de papier avec un petit médaillon peint au centre, qui était fabriqué par les religieuses dans les couvents. Et on peut aussi citer les découpages polonais qui étaient à l'origine pratiqués par les bergers. Donc les bergers prenaient les écorces des arbres et les découpaient pour passer le temps avec leurs petits ciseaux qu'ils utilisaient pour tondre les moutons. Et quand ils ont découvert le papier a remplacé les écorces et ils les ont utilisées pour créer, pour figurer des scènes de la vie quotidienne, les personnages en costume traditionnel. Et c'est devenu vraiment un art folklorique reconnu du pays. Et vous pouvez voir dans la petite image de droite un exemple de découpage suisse. Là aussi, il y a une très belle tradition du découpage en Suisse. Avec notamment cet artiste qui figurait les montées à l'alpage d'une façon qui paraît encore très très moderne aujourd'hui. Comme je vous disais tout à l'heure, les techniques d'impression vont se développer en parallèle des techniques de fabrication du papier. Et l'exemple de la xylographie, donc la xylographie, c'est l'impression à partir de bois gravé. Est un exemple justement de ce glissement jusqu'à l'artistique, on va dire, des usages qui se font en étant de plus en plus, de moins en moins techniques et de plus en plus artistiques. Donc au départ, la xylographie, donc le bois gravé, a servi à imprimer des textes quand il a été inventé en Chine en l'an 600. On l'a ensuite utilisé pour créer des motifs. Alors les motifs réalisés, les impressions de motifs réalisées à partir de bois gravé, ça a été créé en Inde au départ, mais imprimé sur du tissu. Et ce sont les Européens au XVe siècle qui se sont appropriés cette technique-là, mais pour l'utiliser sur du papier. Et c'est là qu'a été créé le papier dominoté dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été utilisé en guise de papier peint. Et donc là, sur la petite image, vous pouvez voir le sagabon, qui est donc les sagabons, ce sont des livres japonais, des petites merveilles, qui emploient donc ces deux techniques, l'impression de texte à partir de caractères mobiles en bois gravé, parce qu'au départ, les caractères on avait une seule plaque où tout le texte était gravé, et ensuite, comme les caractères d'imprimerie en plomb qu'on connaît aujourd'hui, au départ, ils étaient créés donc individuellement, chaque caractère sur du bois. Et donc, vous pouvez voir le texte en noir, et les motifs sur le fond sont réalisés donc avec une plaque de bois gravé et de la poudre de mica.
Et la technique utilisée est le karakami. Donc, c'est un sujet qui me passionne beaucoup trop pour que je puisse vous en parler trop rapidement. Donc, il y a beaucoup de choses dans les livres concernant cette technique magique que je vous conseille de découvrir. Donc, la technique de bois gravé pour imprimer des motifs au Japon. Et donc le texte, les motifs, et ensuite on a commencé à imprimer des images avec la xylographie. Et là, l'exemple le plus connu d'images, ce sont les images du monde flottant, ukiyo-e en japonais, dont vous avez un exemple ici. Et ce qui est étonnant, c'est d'apprendre que ces images n'ont jamais été considérées comme des œuvres d'art au Japon. Alors qu'en Europe, ils ont vraiment déchaîné les passions, notamment des artistes comme Monet, Manet, qui s'en sont beaucoup inspirés. Et donc, on arrive au moment où le papier est devenu, donc c'est émancipé de son rôle de support et est vraiment devenu la matière fétiche des artistes. Donc là, je vous ai présenté l'exemple d'une artiste russe, Yulia Brodskaya, qui s'est appropriée une technique traditionnelle, une technique même folklorique de travail du papier, qu'on appelle le quilling ou pape-roll. Donc là, pour cette technique, on découpe des fines bandes de papier qu'on va façonner en sorte de tourbillon et qu'on va coller sur un support au niveau de la tranche du papier. Donc on obtient des petits modules qu'on va coller les uns à côté des autres pour obtenir donc une grande surface. Donc ce sont des choses qu'on peut regarder de loin comme de tout près. Et donc Yulia Brodskaya s'est vraiment réapproprié cette technique en créant des pièces monumentales et magnifiques. Et c'est vraiment, voilà, pour moi, elle symbolise un peu tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est comment le papier, les techniques qui ont été utilisées pour le façonner peuvent être source d'inspiration pour nous et nous amener à créer des choses contemporaines. Autre artiste que je connais personnellement, Hiroshi Ueda, qui est un calligraphe japonais de Kyoto, que j'ai rencontré lors d'un échange artistique entre la ville de Paris et de Kyoto, et avec qui j'ai réalisé le livre que vous pouvez voir dans la petite vignette, Konseki Book. Lui aussi, je trouve qu'il symbolise bien ces artistes qui s'inspirent du passé et qui cherchent à recréer leur métier. Donc la calligraphie qui est vraiment un travail de surface, donc tracer une lettre à la surface d'une fine feuille de papier à l'aide d'un pinceau gorgé d'encre. En fait, c'est ça la calligraphie. Et Hiroshi, lui, ce qu'il a choisi, c'est d'utiliser une pile de feuilles de papier chinois, pas japonais, sur laquelle il va poser son pinceau, ou sur laquelle il va dessiner avec son pinceau, un énorme pinceau gorgé d'encre. Là encore, l'encre qu'il choisit en faisant un mélange de différents types d'encre pour obtenir l'effet souhaité. Et donc lui, il va tirer parti à la fois la gravité qui fait que l'encre va couler à travers son pinceau et se prolonger dans toutes ces épaisseurs de feuilles de papier. Donc l'encre va petit à petit imprégner toutes ces épaisseurs de feuilles. Ces feuilles qu'il va couper en deux pour révéler du coup ce qui se passe dans la profondeur du papier. De cette fine feuille de papier à la base, on va travailler vraiment comme une couche, comme des strates de papier. Alors, donc voilà, je vais conclure cette présentation en vous rappelant que voilà, le papier, il est tout autour de nous. On y prête quotidiennement assez peu attention finalement. Mais voilà, j'ai essayé de vous montrer, de vous démontrer que c'est une matière vraiment riche, que son histoire est vraiment riche et que les possibilités de réinventer cette matière sont infinies. J'espère avoir réussi à vous transmettre ma passion pour cette matière et aussi, surtout, qu'elle vous inspirera à votre tour. Et je vais
vous pouvez me questionner juste après. Et ensuite, pour information, je serai en dédicace du livre au stand de la librairie Gutenberg tout au bout, pour ceux que ça intéressera. Merci beaucoup.